Bonjour les amis, bienvenue pour cette FAQ de fin de voyage. Donc j'ai un peu tardé à faire cette FAQ, mais j'avais beaucoup de choses à mettre en place pour le retour. Donc la rentrée s'est très bien passée pour tout le monde. Je ne perds pas de temps, j'enchaîne direct avec les questions. Vas-tu revendre ton Iridium? Eh ben c'est déjà fait, j'ai déjà revendu à quelqu'un qui est reparti pour une transatlantique. Question de Nathan. Quel âge as-tu et combien coûte un bateau? Alors j'ai 41 ans, il y en a à tous les prix des bateaux et ça arrive même qu'on te le donne le bateau. Alors évidemment il faut avoir de la chance quand même. Si j'ai bien compris, Nathan il est pas très vieux et il se dit quand est-ce que je vais pouvoir avoir les moyens de m'acheter un bateau. Regarde une vidéo où je me suis présenté, tu apprendras que quand j'étais jeune, je faisais du kata de sport. Quand j'ai visité un catamaran habitable, je me suis dit bah, c'est ça qu'il me faut. Et j'ai été un peu dérouté quand j'ai vu les prix. Si tu vises des bateaux qui ne sont pas dans tes prix, je pense que c'est à toi de t'adapter pour trouver des bateaux qui sont dans tes prix. Si j'étais resté sur des katas habitables de plus de 12 mètres, j'aurais peut-être jamais eu de bateau parce que j'aurais jamais eu les moyens de m'en acheter un. Ou alors j'aurais attendu très longtemps. Descendre en gamme, c'est tout. Il y a des bateaux à tous les prix, pour toutes les bourses. Tu peux très bien trouver des bateaux pour toi qui seront sûrement moins confortables que si tu mets plus cher, mais qui navigueront tout aussi bien que les autres. Sachant que le bateau idéal, c'est celui qu'on peut se payer. Question de Yann, feras-tu un DVD? À première vue, non. Question de Jo. Salut Eric, quels sont les moyens de paiement aux Antilles dans la pratique? Quand on est parti, j'ai vu avec ma banque pour qu'on parte avec une Mastercard et une carte Visa. On m'avait dit qu'il y avait certaines zones où il n'y avait que la Mastercard qui fonctionnait et d'autres zones où c'était que la carte Visa qui fonctionnait. Moi, j'ai pas trouvé de zones comme ça. Les deux cartes ont toujours fonctionné l'une ou l'autre. J'ai pas eu de soucis. Donc sur les îles, vous trouvez des distributeurs qui vous permettent de retirer du cash et après vous payez avec la monnaie locale. Aux Antilles, la monnaie la plus répandue, c'est des dollars caraïbes. C'est les ICI dollars. Il y a beaucoup d'îles où ils acceptent qu'on paye en euros ou en dollars américains. J'ai envie de dire, il faudra s'adapter à la monnaie utilisée sur chaque île. On n'est pas obligé d'avoir des grosses sommes en liquide. Nous, en euros, on n'a jamais eu... on a assez rarement eu 500 euros, même si ça peut paraître une grosse somme sur les îles, mais on retirait au fur et à mesure avec les cartes bancaires. Sachant que quand vous allez dans des supermarchés, même locaux, la plupart du temps, vous pouvez quand même payer par carte. Le paiement sur les Antilles m'a pas posé de problème. Question de Jeff. Ton point de vue sur les katas habitables après un tour de l'Atlantique a-t-il changé? Non, il n'a pas changé. J'aime beaucoup les katas. J'ai quand même une tranquillité d'esprit avec un monocoque. Je me dis qu'en pleine mer avec un monocoque, avant qu'en fuite je sois dépassé, faut vraiment que ça souffle. Alors qu'avec un kata, j'aurais toujours cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête en me disant si je tombe sur la vague exceptionnelle et qu'elle me retourne, qu'est-ce que ça va faire? Alors qu'avec un monocoque, ça fera culbutos, il reviendra dans le bon sens. Peut-être avec des dégâts, peut-être avec le mât en moins, mais il reviendra dans le bon sens. À moins de perdre la quille, évidemment. Mais les katas ont quelque chose de formidable, c'est qu'ils sont insubmersibles. Moi, quand je suis passé du multicoque au monocoque, j'ai mis un petit moment avant de me faire à l'idée que j'étais sur un bateau qui, s'il était plein d'eau, allait couler. Alors que sur un multicoque, même les coques pleines d'eau, ça coule pas. Donc il y a du pour et du contre des deux côtés. Alors Nicolas qui me pose une question. Il me semble que tu n'as pas fait de vidéo dédiée au pilote automatique. Qu'as-tu utilisé à bord d'Okiva? Pilote inboard, des pépins particuliers, confiance totale ou bien prenais-tu la barre dans le gros temps? Donc sur le pilote automatique, il y a une vidéo que j'avais faite qui n'est jamais sortie parce que au montage, j'ai pas retrouvé les roches. Avant de partir pour ma transatlantique, je voulais acheter un deuxième pilote automatique. Quand j'ai vu les prix, j'ai changé d'avis et je me suis dit bon, on achètera sur place ou on bricolera. J'ai pris un risque.
il s'était mis à plus fonctionner, j'aurais regretté mon choix. Là j'ai eu de la chance, il a continué à fonctionner. Si je repartais, j'achèterais un deuxième pilote automatique, sachant que celui-là a fait déjà un tour de l'Atlantique. Je me dirais peut-être que faut peut-être pas tenter le diable. Moi je conseille à tout le monde de partir avec un deuxième pilote automatique, ou en tout cas de quoi réparer. Je conseillerais plus les pilotes automatiques électriques et pas hydrauliques. J'ai eu aucun problème avec mon pilote automatique. Je vous mets une photo du moteur de mon pilote automatique qui a très bien tenu pendant une année de navigation. Et je lui faisais une confiance totale, presque totale on va dire, même par gros temps. Il y a une fois, on l'a vu dans une vidéo, il y a une fois en fait, sur une vague très violente, l'alimentation électrique de la centrale du bateau s'est débranchée. Et je me suis retrouvé donc sans pilote, sans sondeur, sans rien en fait. Donc j'ai bien été obligé de prendre la barre. Heureusement, j'allais à une île et j'avais pour 4 heures pour y arriver. Donc il y avait du gros temps, j'ai barré pendant 4 heures et quand je suis arrivé à Dominique, où une fois ancré, j'ai cherché d'où venait la panne. C'était juste débranché et voilà. Alors question de MF. Je me demande si je la connais pas MF. Bon. 110 vidéos tous les matins, tu as vécu le rêve que chacun d'entre nous voudrait faire. Ma question, es-tu prêt à revenir parmi nous comme si de rien n'était? Ou souhaitez-vous planifier un autre voyage? Tes enfants ont-ils apprécié le voyage? Vous êtes parti à 4 et revenu à 2571. Ce voyage vous a-t-il changé la vie? Oui. Oui, parce que je suis prêt à revenir. De toute façon, je suis déjà revenu là. Et j'étais prêt à revenir en partant. Je savais que j'allais revenir. Donc, la question, elle se posait même pas. Je dois être prêt à revenir. Maintenant, évidemment, ça me fait un gros changement d'être revenu. Est-ce qu'on souhaite planifier un autre voyage? Oui. Maintenant, quand? Ça, c'est à déterminer. Parce que, bon, il y a quand même plein de choses qui vont nous empêcher maintenant de repartir. Les enfants qui sont plus grands, les parents qui sont plus vieux. Donc tout ça, ça va pas faciliter forcément le prochain voyage. Mais un jour, il y aura... enfin, nous, on envisage de repartir un jour. Mais quand en tout cas, c'est dans plusieurs années, ça c'est sûr. La question, c'est l'âge des enfants, l'âge des parents. Pas nous, hein. L'âge de nos parents. Alors le fait d'être parti à 4 et revenu à 2571 et puis maintenant on doit être plus, oui, ça m'a changé la vie. Je reste quand même lucide que c'est que momentané. D'ailleurs là c'est presque fini. Le fait de plus sortir de vidéos et de moins traîner sur les ports, forcément je rencontre moins de gens qui sont abonnés, mais je continue à rencontrer des gens qui m'ont vu. J'ai touché du doigt la célébrité, oui, c'est rigolo. Parce que j'ai pas non plus l'impression d'avoir fait... j'ai pas été marcher sur la lune. Donc, oui, ça nous a changé la vie. D'une certaine manière, oui, ça nous a changé la vie. Mais pour l'instant, moi, c'est dans le bon sens. Ça nous a fait surtout drôle quand on est arrivé sur les côtes françaises. Le fait d'être connu, je m'y attendais un peu, mais pas à ce point en fait. Quand je navigue et qu'il y a un autre voilier qui a une route de collision avec moi, je change mon cap je ne me pose pas la question qui est prioritaire. J'ai tendance à essayer de changer de cap tout de suite pour simplifier les choses. Sauf que là, quand je suis revenu en France, il y avait des voiliers qui prenaient qui prenaient une route de collision avec moi, non pas par hasard, mais pour pouvoir venir me voir. Je me suis mis à ne plus changer de route et laisser donc les autres bateaux m'approcher. Et seulement de temps en temps, c'était pas un abonné. C'était un de ces bateaux qui est très accroché à qui a priorité et qui était pas du tout content que je change pas ma route.
Donc ça peut être un peu compliqué dans certaines situations. On croit qu'il y a un bateau qui a pris route de collision avec vous pour justement vous rattraper et venir vous voir. Et puis bon, bah, finalement c'est pas le cas. C'était juste un pur hasard. Et là vous faites traiter de tous les noms parce que vous n'avez pas changé de route. Ça peut donner lieu à des petits quiproquos, mais bon. En gros ça se passe bien. Dans les abonnés qui sont venus me voir alors que j'étais à l'ancre, il y avait quelque chose qui revenait régulièrement. Ils étaient toujours surpris que je les envoie pas chier. Je peux comprendre, hein, mais bah non. Pourquoi? Moi c'est un plaisir de vous rencontrer. Et si c'est fait avec de bonnes intentions, ça me gêne pas du tout. Quel est ton plus gros problème sur cette année? Quel est mon plus gros problème sur cette année? Devoir rentrer? Et après je dirais devoir gérer l'école de Victoria. Ça c'était pénible. J'aurais pété mon inverseur comme certains copains. J'aurais dit que c'était ça, mais là sinon non. J'ai pas eu de gros problèmes. Question de Stéphane, le retour à la vie normale, dur ou pas? Et la grandeur du bateau est-elle suffisante niveau sécurité? Alors, le retour à la vie normale déjà. Alors, dur et pas dur à la fois. Je vais m'expliquer. Le retour à la vie normale, c'est le retour à un confort. Je sais pas si tout le monde se rend bien compte du confort qu'on a ici en habitant en France. En tout cas, moi, j'ai une vie relativement confortable. Et ce que j'apprécie le plus, c'est le fait de pouvoir dormir. Ça n'a pas l'air, mais quand vous êtes sur le bateau, vous êtes toujours en éveil sur ce qui se passe autour. Quand vous êtes en navigation, vous ne pouvez pas dormir tranquille. Vous êtes obligé de faire des quarts, vous êtes obligé de rester réveillé. Quand vous dormez, c'est jamais des cycles très longs, c'est en permanence sur le qui-vive et ça finit par être usant. Même si vous finissez par vous adapter, au début c'est très fatigant et puis finalement au bout d'un moment vous arrivez à mieux gérer votre sommeil, mieux gérer vos temps de repos. Vous vous habituez à moins dormir, à vous réveiller plus rapidement, à être plus vite opérationnel. Néanmoins, c'est usant. C'est quelque chose d'usant, même quand vous êtes à l'ancre, vous êtes toujours sur le qui-vive. Est-ce que le vent va pas tourner? Est-ce que je vais pas déraper? Est-ce que mon ancre va tenir? Le fait de devoir prévoir les courses à l'avance, de devoir stocker la nourriture pour plusieurs semaines, le fait de devoir faire des économies d'eau, tout ça finit par être usant. J'ai envie de repartir, hein. Ne déformez pas ce que je suis en train de dire, j'ai envie de repartir. Il y a une certaine liberté à naviguer en bateau, il y a une certaine liberté à naviguer en voilier, mais il faut bien voir qu'il y a aussi beaucoup de contraintes et que le retour à la vie dite normale, parce que bon, voilà, on va dire que c'est pas dit que ce soit notre vie qui soit normale, mais en tout cas la vie de terrien a quand même des avantages. Elle a aussi beaucoup d'inconvénients, mais elle a quand même des avantages au niveau du confort. Donc non, c'était pas si dur de revenir à la vie de terrien. Maintenant, c'est vrai que me retrouver assis dans un bureau toute la journée, c'est quand même pesant, hein. Mais l'être humain a des capacités d'adaptation qu'on ne soupçonne pas. Alors, la grandeur du bateau était-elle suffisante niveau sécurité? Moi j'ai trouvé que oui. C'est vrai que j'ai quand même l'impression, mon impression, alors ce n'est qu'une impression encore, c'est que plus le bateau est grand, plus c'est sécurisant. Enfin, je trouve. Parce que quand vous allez prendre de la grosse mer, du gros temps en fait, le bateau sera plus cool. Bon. Après, faut quand même réussir à le manœuvrer parce que sinon ça peut être embêtant. Donc faut rester quand même dans des tailles. Mais
Ukiva qui fait 11,35 m, bon bah, pour moi c'était la bonne taille. J'ai trouvé ça bien. Évidemment, on veut toujours plus gros, plus grand, plus solide. Si je devais repartir demain pour la même chose, pour une transatlantique, je reprendrais Ukiva. Il était très bien. Il a pas trop, enfin moi j'ai pas trouvé qu'il avait tellement souffert. Il n'y a pas eu de, j'ai pas eu de grosse casse. De la coque au niveau des varangues, des liaisons entre le contre-moulage et la coque, tout ça. Avant de partir là, j'ai encore refait le tour de mes contre-moulages. Ça n'a pas bougé. La liaison coque-pont, tout ça, il n'y a rien qui a bougé. Ou alors si ça a bougé, je l'ai pas vu en tout cas. Mais là, j'ai regardé, voilà. Il y en a qui peuvent me dire, ah oui, mais t'as oublié ta salle de bain. C'est vrai qu'entre le pont et la salle de bain, j'ai un endroit où il y a un joint. Et ce joint, quand j'ai acheté le bateau, était fendillé. Et bon, je l'ai refait, il n'a pas refendillé. Voilà. Question de Jean-Luc. Alors, avais-tu un plan B en cas de casse du gouvernail? Alors, Ukiva est un bateau avec 2 barres à roues. J'ai été assez déçu que les constructeurs n'aient pas fait un système pour que s'il y a une des 2 barres à roues qui casse, la deuxième puisse continuer à manœuvrer le bateau. Donc en fait, si le câble qui relie les 2 barres à roues casse, il n'y a plus rien. Il y a quand même une barre franche qu'on peut monter directement au bout de la mèche de safran. Pour moi, la casse du gouvernail, donc il y a 2 possibilités. Ou sur Ukiva, il y avait 2 possibilités pour casser le gouvernail. La première, c'était tout simplement le câble qui permet de communiquer les mouvements de la barre au mouvement du safran. Je le surveillais quand même, je remettais de la graisse, je regardais qu'il n'y ait pas de frottement. Normalement, ça casse pas comme ça. C'est du câble, déjà, avec plein de brins. Donc forcément, si ça casse, ça veut dire qu'il y a un frottement pendant longtemps. Ça, je le vérifiais. La deuxième chose qui pouvait se passer, c'était tout simplement de me prendre une baleine et que ça me pète le gouvernail. Alors là, une fois que la mèche de safran est pliée, la solution alors a été de faire, donc oui, j'avais prévu une grosse planche de bois avec des bastins, avec des dames de nage, de façon à ce que si j'avais besoin, pouvoir me faire un gouvernail de fortune en utilisant une grosse planche de bois vissée sur un bastin ou sur une rame, enfin de faire quelque chose de façon à, en utilisant le balcon arrière pour faire une dame de nage. Bon, j'avais prévu de pouvoir faire quelque chose comme ça. Je suis pas parti avec un gouvernail complet de rechange. J'avais de quoi bricoler quelque chose. Maintenant, forcément, ça aurait dépendu de qu'est-ce qui était cassé. De toute façon, la question est toujours pareille. Si il y a une baleine qui dégomme le safran, bon, il y a assez peu de chances qu'elle le casse net. Donc, il va être tordu dans son logement. Ça veut dire qu'il faut il faut le sortir. Il faut essayer de le redresser. Bon, c'est pas facile. Je sais pas. Ça va dépendre de la casse que c'est et de comment c'est cassé. Question de gomme. Vu les nombreuses superstitions des marins, est-il vrai que changer le nom du bateau porte malheur? Y as-tu pensé lors de l'achat de ton bateau? Alors, il faut savoir que Ukiva s'appelait déjà Ukiva, c'est son nom de baptême, Ukiva, il n'a jamais changé. Mes bateaux précédents, j'ai toujours changé le nom de tous mes bateaux précédents et je n'ai jamais eu de problème particulier. Là, il se trouve que Ukiva, ça plaisait à tout le monde et on n'avait pas vraiment d'idée mieux. Donc, on a gardé Ukiva. Et c'est pas à cause de la superstition de Bernard. Salut, je sais le sujet polémique et je sais que tu as déjà dit que tu ne l'aborderais plus, mais ton expérience pourrait alimenter notre réflexion, donc je remets ça sur la table. Comment as-tu procédé pour tes quarts de nuit sur la transat de retour?
Oui Bernard, c'est un sujet polémique. Parce qu'il y a la théorie, ce qu'on peut dire, et la pratique. Comment répondre à cette question? Je suis pas obligé de répondre. Hein. Bah, on fait des quarts de nuit, hein, mais en fait, ça va être la même réponse, mais je fais des quarts de nuit, on fait des quarts de nuit, et on s'adapte selon la météo. Voilà, tout simplement. Par contre, je reconnais que finalement, après un an d'expérience de quart de nuit, enfin, on n'a pas fait les quarts de nuit tout le temps, parce que il y a quand même des fois, on était quand même plus souvent au mouillage que en navigation. Mais je dois quand même dire que sur la fin, on avait tendance à rester tout le temps éveillé. En fait, c'était plus facile de rester tout le temps éveillé. Je suis pas sûr. Alors quand je dis tout le temps éveillé, c'est-à-dire qu'on faisait des quarts, mais j'avais dit au début qu'il nous arrivait de laisser le bateau pendant 20 minutes sans surveillance. Et en fait, toutes les 20 minutes, on se réveillait. Toutes les 20 minutes, il y avait quelqu'un qui se réveillait sur Wokiva. Donc j'avais été attaqué là-dessus. Hein. C'est vrai qu'à la Transat de retour, on a fini par trouver que c'était plus facile en hauturier de rester, de faire des longs quarts. Donc on faisait des quarts de 4-5 heures. On avait pris un rythme qui permettait, c'était plus facile pour nous de faire ça. Enfin, on a trouvé que c'était moins fatigant de faire ça que de se réveiller. Par contre, forcément, des quarts de 4-5 heures, et ça va encore en faire bondir plus d'un, mais on est moins attentif avec des quarts de 4-5 heures qu'en se réveillant toutes les 20 minutes. Mais sur la fin de la nuit, en se réveillant toutes les 20 minutes, forcément, c'est usant. De toute façon, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on est beaucoup plus attentif la nuit que le jour. Parce que le jour, on voit loin, donc forcément, on fait un tour d'horizon, on se dit que c'est bon. La nuit, très rapidement, on va refaire des tours d'horizon parce que on est moins sûr de soi vu que c'est la nuit. Donc oui, j'ai quand même l'impression qu'on est plus attentif la nuit que le jour. Après, c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de gens qui confondent, quand je parle des quarts de nuit en hauturier, ils confondent avec les quarts de nuit en côtier. Donc en fait, ils me reprochent des choses que je ne sais pas en fait, puisque en côtier, c'est pas du tout pareil. En fait, quand je suis rentré en Méditerranée, j'ai pratiquement toutes les nuits que j'ai faites, c'était comme si j'étais en côtier. On est resté beaucoup plus attentif parce qu'il y avait beaucoup plus de trafic. Mais de toute façon, quoi que je dise, ça peut être détourné. Je me rends bien compte que même moi, quand je regarde mes vidéos, je peux déformer ou trouver, je peux déformer mes propos pour me faire dire n'importe quoi. Donc voilà, la réponse c'est quelqu'un d'éveillé 24-24. Quoi dire d'autre? Voilà. Même 4-5 personnes réveillées 24-24 sur le pont. Évidemment, quand vous êtes deux, c'est pas possible, ou quand vous êtes tout seul, mais bon, quoi répondre d'autre? Donc beaucoup de messages de remerciements, ça fait vraiment chaud au cœur. Vous imaginez pas tous les messages, je lis tous les messages et j'ai eu un nombre de messages, surtout sur les dernières vidéos, un nombre de messages de remerciements. C'est plein d'amour, c'est génial. Alors question de Alain. Alain me pose la question si le crabe est toujours là. Donc le crabe a disparu pendant la transat de retour. En fait, je l'ai filmé et puis après, je l'ai plus jamais revu. Hein. Je l'ai filmé, je l'ai remis dans son coffre et après, je ne l'ai plus jamais revu. Je pense qu'il avait trouvé le moyen de se barrer et voilà. Il est peut-être trop gros pour là où il était, je sais pas. En tout cas, quand j'ai rouvert
le coffre où il y avait la survie, c'est là où il était, eh ben il n'y était plus. Mais je dois dire que j'ai à sa décharge, je pense que je sais pourquoi il n'y était plus, parce que j'ai une huître qui a poussé à l'intérieur de l'écoulement du coffre de la survie. Donc il y a un écoulement d'eau pour le coffre où il y a la survie, et il y a une huître qui poussait à l'intérieur. De cet écoulement. Donc forcément, je l'ai vu en sortant le bateau de l'eau, et elle commençait à être grosse, et je pense que ça l'empêchait de sortir, donc il devait avoir du mal à sortir, donc il s'est barré, il n'est pas revenu en fait. Alors question de MF. Alors tes enfants ont-ils apprécié le voyage? Je pense que les enfants ont apprécié le voyage. Sur la fin du voyage, Victoria en avait marre. Parce que je pense qu'elle était en train d'idéaliser, on est toujours attiré par ce qu'on n'a pas, et elle idéalisait l'école. Donc là c'est la deuxième semaine d'école, la première semaine c'était formidable, la deuxième déjà on sent que il y a un petit retour arrière, et bon bah on va voir comment ça va faire dans le temps. Bon. De toute façon, les enfants sont les êtres humains sont toujours attirés par ce qu'ils n'ont pas. On trouve toujours que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. Donc ce qui est sûr, c'est que Clara, elle a apprécié. La grande, il faudrait lui demander si elle veut repartir. Question de Catalavezzi. Bonjour Eric, selon toi, le bulbe est-il toujours un grand plus au regard du confort à bord? Raider, gîte, merci et bon atterrissage en douceur. Le bulbe sur la quille, bon on a déjà parlé, mais pour moi, le bulbe c'est l'idéal. Je trouve vraiment que les bateaux à bulbe ont une tenue et une raideur à la toile qui est incomparable par rapport aux dériveurs. Et au niveau des performances, c'est le top. Alors, pour répondre à la question, donc selon moi, le bulbe c'est toujours top. Si je devais concevoir un bateau idéal, ouais, parce que le truc c'est que depuis que je suis revenu à terre, j'arrête pas de griffonner les plans de bateau. Je sais, c'est une catastrophe. Alors si je devais faire un plan de bateau, donc ça serait un bateau en aluminium. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je dis pas. Et au niveau de la quille, eh ben, ça serait une quille sabre avec un bulbe. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait, hein. C'est-à-dire il y a un puits de dérive, hein, avec en fait la dérive qui coulisse dedans, et au bout un bulbe. De cette manière, ça permet de pouvoir descendre le lest à 3-4 mètres, voire plus, sous le bateau, et d'avoir les meilleures performances pour le bateau, et de pouvoir remonter le bulbe tout en haut pour avoir pour un sec de toile, pouvoir accéder à des mouillages plus durs d'accessibilité. Voilà. Bon voilà, c'est pour répondre à la question, hein. Peut-être un jour je vous montrerai mes plans, mais il y a des choses qui existent déjà qui sont pas mal, hein. Question de gomme. Bonjour, est-il possible de faire une marche arrière à la voile sans moteur ou de sortir du port rien qu'à la voile? Merci Eric. Alors la réponse, oui, on peut faire des marches arrière à la voile sans moteur. Ça j'ai déjà expérimenté. Le problème c'est qu'il va falloir réussir à mettre les voiles à contre. Plus le bateau est gros, plus ça va être compliqué de mettre... de faire des marches arrière, comme ça c'est plus facile avec des petits bateaux. Alors sortir à la voile sans moteur d'un port, ça va dépendre d'où vient le vent. Mais oui, techniquement c'est possible. Maintenant ça va dépendre également de la taille du bateau. Avec un petit kata de sport, il n'y a pas de problème, je sors de n'importe quel port à la voile. Maintenant avec Ukiva 35, 8 tonnes, c'est pas forcément évident, et c'est surtout ça risque d'être dangereux selon le vent qu'il y a.
Maintenant, tout est possible. Il y a plein de coureurs qui sortent avec des bateaux relativement gros à la voile des ports. Donc c'est quelque chose de faisable. Je crois qu'il y a beaucoup de ports où c'est interdit, hein, quand même. Ça se fait quand on est jeune d'habitude. Hein. Question de Jean-Marc. Alors Jean-Marc il me demande si une aventure comme la mienne est-elle jouable au-delà du primaire pour les enfants? Oui, bien sûr, c'est possible. Ça va dépendre des enfants. Pour les miens, je sais pas. Oui, c'est possible, bien sûr. C'est juste que ça va demander encore plus d'énergie aux parents pour gérer l'école. Voilà. Surtout maintenant avec l'aide ou des organismes comme ça, il y a plein de choses qui sont possibles à condition d'avoir des enfants qui acceptent d'être autonomes. Mais oui, c'est possible. Question de Fabrice. Bonjour. Maintenant que vous êtes en France et qu'il n'y a plus de problème de pirates, quels étaient vos moyens de lutte contre la piraterie? Bon ben je vous laisse vous reporter à ma vidéo de lutte contre la piraterie et puis non je dirai pas tout. En tout cas j'en ai pas vu. Hein, j'ai pas été confronté, j'ai eu de la chance. De toute façon si j'avais été vraiment confronté et que ça se soit très mal passé, vous seriez pas au courant. Parce que j'en aurais pas dit. Hein. Pas de témoin, pas de problème. J'ai pas eu de problème. Alors, question de Jacques. Le pourcentage de voile et moteur. Alors, pour vous donner une idée, c'est assez simple en fait. Pour faire mon tour de l'Atlantique, j'ai utilisé à peu près 170 litres de gasoil. En fait, sur Okiva, le réservoir de gasoil fait 160 litres. Et si je cumule toutes les fois où j'ai fait le plein, c'est ce que ça représente à peu près. Donc avec un plein, j'ai pu faire le tour de l'Atlantique parce que j'ai utilisé pratiquement tout le temps la voile. Quand je suis arrivé en Méditerranée, sur le peu de distance que j'ai fait en Méditerranée, je dois être à plus de 200 litres. Donc 170 litres pour faire le tour de l'Atlantique et 200 litres arrivé en Méditerranée. Alors pour l'utilisation voile moteur, il faut dire que quand je suis parti très voileux. Et donc j'avais des règles, j'utilisais le moteur qu'en dernier recours. Il faut croire qu'avec l'expérience, j'ai dû perdre quelque chose en route parce que quand je suis revenu en Méditerranée et que j'ai eu des longues périodes sans vent, ça m'a gonflé et j'ai allumé le moteur. Après c'est vrai qu'en Méditerranée, étant donné qu'on part pour des distances plus petites, on va être tenté d'utiliser plus le moteur que quand on part en Atlantique pour des longues distances, mais c'est surtout le fait qu'en Méditerranée il y a beaucoup moins de vent. Enfin, c'est pas qu'il y a moins de vent, c'est que en tout cas à la période où j'y étais il y avait moins de vent, voilà, on va dire. Ça nous amène sur une question qu'on peut se poser entre Atlantique et Méditerranée. Moi je naviguais beaucoup sur Méditerranée, assez peu sur Atlantique. J'ai acheté mon bateau sur l'Atlantique, donc ça m'a fait travailler un peu sur l'Atlantique. Je me suis assez vite adapté à l'Atlantique. L'avantage de l'Atlantique, c'est que le vent il est là. Il y a du vent. Et même quand il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même plus que quand il n'y en a pas beaucoup en Méditerranée. Et surtout il est établi. Quand il est installé, il est établi. Alors qu'en Méditerranée, déjà dans la période estivale, on va dire, période d'été, il y a souvent pas beaucoup de vent, ou trop de vent, et surtout c'est pas établi. C'est-à-dire que le vent il est est le matin, il va être ouest l'après-midi, nord le soir, sud la nuit, et il reprendra, enfin voilà, ça arrête pas de tourner dans tous les sens. Et je peux comprendre pour quelqu'un qui navigue sur l'Atlantique, quand il arrive en Méditerranée, il aime pas du tout ça. C'est vrai que moi, j'avais oublié en fait. Hein. Et par contre, en Méditerranée, je me suis pris des bons orages là sur la fin du voyage.
Et je pense que c'est là que je me suis fait le plus peur. J'ai pris des orages alors que j'étais à l'ancre. J'avais déjà pris des gros orages, hein, mais là je pense que j'aurais pu perdre le bateau assez facilement. Si j'avais dérapé, bon, il se trouve que j'avais bien ancré mon bateau et que j'ai pas dérapé parce que j'avais plongé pour ancrer mon bateau, j'avais 8 mètres de fond. Mais quand l'orage a éclaté, j'étais en train de prendre l'apéro sur un autre bateau. Pas bon ça, hein. Prendre 45 nœuds avec de la grêle et pas sur son bateau. Sachant que j'ai l'impression que tous les bateaux ont dérapé. Donc le bateau où on prenait l'apéro a dérapé. Et je n'étais pas sur mon bateau. Donc j'ai géré sur le bateau où j'étais parce que je me voyais pas me casser en me disant bah, démerde-toi avec ton bateau qui dérape, peut-être que le mien va déraper aussi. Donc je suis resté pour aider le bateau sur lequel j'étais qui était en train de déraper vers des rochers, sachant qu'il était coincé avec un autre bateau qui lui dérapait dessus, un bout de pris dans l'hélice, enfin bon la totale. Donc un bon orage, hein. Pour vous donner une idée, j'étais à l'avant en train de relever l'ancre, le propriétaire du bateau qui était à la barre ne me voyait pas, alors que j'étais à l'avant, hein. Il n'y avait pas beaucoup, hein. Surtout que c'était un poste de pilotage central, donc il devait y avoir 6 mètres maximum, et il ne me voyait pas, ça descendait bien la graine, hein. Et donc ouais, et là j'étais pas sur mon bateau, et entre deux rideaux de grêle et de flotte et de vent, je voyais dans mon mât au loin, et je me disais, en plus j'étais assez proche du bord, je me disais pourvu que mon ancre tienne. Et ça a tenu. Philippe me pose la question, quel est ton avis concernant la GV sur enrouleur de mât comparée à la GV classique? Bon, Philippe, je te mets là le numéro de la vidéo dont j'en parle. Pendant 40 minutes je parle de ça, donc je vais pas imposer à tout le monde. Il y a plus de remerciements que de questions en fait. Question de Colinette. Qu'est-ce que tu n'emmènerais pas si tu devais refaire une seconde fois la transatlantique? Quel matériel n'a pas servi? Que tes loisirs nautiques t'ont semblé un poids ou un plus? Alors, en fait, je pense qu'il veut parler de la planche à voile. Alors, il y en a plein qui ont pu voir que j'ai trimballé pendant toute cette année une planche à voile. Donc c'était une planche de raceboard. Alors pourquoi je suis pas parti avec une planche de funboard? Parce que étant donné que je suis seul à faire la planche à voile et que Liba est sur le bateau avec les enfants, je voulais une planche qui puisse me permettre de remonter la voile au tire-veille et pas d'être obligé de faire des water start parce que la planche n'aurait pas supporté mon poids. Donc je suis parti avec une voile de 7,50 à camber, une voile de 6,50 à camber et une voile de 4,50 je crois. Je me suis servi uniquement de la voile de 7,50 et j'ai dû faire 5 fois de la planche à voile, ce qui est pas terrible. Donc si je devais repartir, je ne prendrais pas la planche à voile. Je pense que je me suis trompé. J'avais plein d'idées de pouvoir dans des lagons faire la planche à voile dans 30 cm d'eau avec la main qui passe dans l'eau transparente et des raies et des tortues partout. Alors en fait non. J'aurais pu faire ça à Tobago Cay, mais en fait à Tobago Cay il y a plein de bateaux. Et à l'endroit où je m'étais mis, il y avait plein de bateaux. Et c'était compliqué de faire de la planche à voile entre les bateaux. Donc je ne l'ai pas fait. J'aurais pu en faire beaucoup plus de la planche à voile. Peut-être un manque de motivation, je ne sais pas. En tout cas, si je devais repartir, je partirais sans la planche à voile. Par contre, si je devais repartir, je partirais avec des bouteilles de plongée et un compresseur. Je suis pas parti avec parce que étant donné que j'étais tout seul, je me suis dit bah je vais pas aller plonger en bouteille tout seul. Et en fait c'était
c'était pas comme ça qu'il fallait que je me pose la question, parce que à chaque fois que on s'arrêtait quelque part, il y avait d'autres bateaux. Sur les autres bateaux, il y avait forcément des gens qui avaient des niveaux de plongée. Euh, Moi, je créais des relations assez facilement. Si en plus j'avais eu des bouteilles de plongée à bord pour emmener des plongeurs faire de la plongée avec moi, j'aurais pu sans problème trouver du monde. Donc voilà, ça c'est le petit la chose que je regrette. J'avais pris une roulette. J'avais pris une roulette pour trimballer la planche à voile et pouvoir aller être d'un côté de l'île et puis pouvoir faire à pied de la distance pour aller faire la planche à voile de l'autre côté de l'île. Donc cette roulette, je ne l'ai pas utilisée. Elle m'a plus encombré qu'autre chose. J'avais également emmené un deuxième moteur au cas où je me fasse voler mon annexe. Donc j'avais une deuxième annexe et un deuxième moteur. Je ne les ai pas utilisés. Est-ce que je regrette de les avoir emmenés? Non. Non, parce que c'était une sécurité. J'étais content de savoir que j'avais ça à bord. Avec le radeau de survie, j'avais un petit dessalinisateur que j'appellerais dessalinisateur de survie parce que il faut pomper 1 heure pour faire 1 litre. Je m'en suis pas servi évidemment puisque j'ai pas eu de problème de flotte. Par contre, si je devais repartir, je repartirais avec parce que je trouve que c'est quand même une bonne sécurité de se dire, c'est quand même réconfortant de se dire si j'ai un problème avec mon eau, je peux avoir de l'eau potable. Voilà. En quantité pratiquement illimitée grâce au dessal. C'est limité en fait par le temps qu'on peut accorder à pomper avec le dessal. Ronald qui me demande et qui me dit que ça serait intéressant de faire une visite de mon bateau. Et c'est vrai que je n'ai jamais fait de visite de mon bateau parce qu'avec les enfants c'est compliqué, c'est toujours le bazar dans les chambres des enfants quand c'est pas dans ma chambre. Quand c'est pas dans la chambre des parents. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de visite. Bon, les plans du four 385 sont facilement trouvables sur internet. Voilà, moi j'ai le modèle avec les 2 salles de bain. Question de Victorine. Hello, pourquoi les grands bateaux sont plus rapides que les petits? Pourtant ils sont plus lourds. Moi je trouve ça contre-intuitif. Alors oui, plus le bateau est grand, plus la vitesse est rapide. Alors de tête, c'est une histoire de longueur d'onde. Alors tout ça c'est valable à condition que le bateau ne parte pas au planning. Parce que sinon, une fois que le bateau est parti au planning, la longueur du bateau n'est pas un frein à la vitesse max. Non, tu doubles la vitesse, tu doubles la taille du bateau, tu n'iras pas 2 fois plus vite, mais il y a une relation entre longueur, c'est plus compliqué que uniquement la longueur du bateau, mais il y a quand même une relation directe entre longueur de bateau et vitesse max du bateau, parce que tu as une longueur d'onde entre l'étrave et l'arrière, et donc une fois que tu as atteint cette longueur d'onde, ton bateau ne peut pas aller plus vite. Voilà. Lorsqu'une coque de voilier avance dans l'eau, elle provoque un système de vagues composé d'abord d'une vague de proue, c'est la vague qui commence à l'avant, suivie d'un creux, puis d'une autre vague appelée vague de poupe, c'est la vague qui finit à l'arrière du bateau. La distance horizontale entre les crêtes des 2 vagues s'appelle la longueur d'onde. Cette longueur d'onde augmente avec la vitesse du bateau pour atteindre un maximum équivalent à la longueur de ligne de flottaison du bateau. La vitesse en nœud d'un système de vagues s'exprime selon la formule suivante: V égale racine carrée de L fois R. Donc L, c'est la longueur d'onde en mètres. R, c'est égal à 2,43 si c'est en mètres, si la longueur du bateau est en mètres, ou 1,34 si c'est en pieds. Alors tout ça, c'est valable évidemment tant que le bateau ne commence pas à déjauger et à partir au planning. Donc c'est pour ça que les bateaux à moteur vont plus vite, parce qu'ils ont une puissance due au moteur qui leur permet de déjauger. Et donc à partir de ce moment-là, la longueur du bateau n'a plus d'incidence sur la vitesse max du bateau. C'est plus que la puissance du bateau. Mais sur un voilier qui n'a pas assez de puissance pour déjauger, va forcément limiter la vitesse maximum du bateau.
Voilà, c'était pour apporter des précisions. Question de Didier. Ce qui t'a manqué et était superflu et nécessaire pour les réparations. J'avais l'impression que tu avais un magasin dans ton bateau. Eh ben oui, moi je suis très... si on devait trouver un adage, ceinture et bretelles, on va dire. Bah, en fait, je me sécurise comme ça. Je sais que je bricole et je sais que si j'ai du matos pour pouvoir réparer, bah, ça me tranquillise. Voilà. Je sais que quand j'ai une merde, je me dis bah, je peux m'appuyer sur tel matos que j'ai emmené. Et encore, vous n'avez pas tout vu parce qu'il y en a un certain nombre de réparations qui ont été faites sur d'autres bateaux que Okiva et que j'ai pas filmé forcément. Est-ce qu'il y a des outils qui m'ont été inutiles? Non, je suis assez content d'avoir emmené perceuse, visseuse électrique. Bon, je crois que ça c'est indispensable sur un bateau, c'est super pratique. Disqueuse, moi j'étais très content d'avoir la disqueuse sans fil. Petit conseil au passage, qui paraît tellement évident, mais j'ai rencontré tellement de bateaux qui ne l'avaient pas fait. Quand vous avez du matériel, des outils électriques, évitez les fonds du bateau, les fonds humides du bateau. J'ai rencontré plusieurs fois, j'étais sur des bateaux qui avaient stocké la disqueuse sous le plancher, même dans un sac enroulé, fermé avec du scotch. Forcément, le jour où ils ont eu besoin de la disqueuse, bah, elle était pleine de flotte et tout rouillée. Donc la disqueuse, ben, ça sert toujours pour couper un câble, un boulon rapidement. Disqueuse sans fil, super intéressant forcément parce que ça, vous n'êtes pas limité au niveau énergie par un câble. La scie sauteuse, très pratique si vous emmenez moi j'avais emmené des planches pour pouvoir faire des réparations ou découper des plaques à la bonne dimension si j'avais besoin de boucher quelque chose, de faire une étagère de plus. Donc très pratique. Scie sauteuse, à savoir qu'avec la scie sauteuse vous pouvez couper facilement de l'aluminium, de l'acier, de l'inox. Donc voilà, au niveau matériel électrique j'avais pas plus, et ça je regrette pas de l'avoir emmené. C'est important de se faire un stock de matériel. Avant de partir, moi j'avais emmené ma boîte à outils. Le seule chose que j'avais faite vraiment avant de partir, c'est dans tous mes petits sachets où j'avais des vis avec mes outils de boîte à outils, j'avais retiré tout ce qui n'était pas en inox. Toutes les vis acier, allez hop, c'était parti, c'est pas monté dans le bateau. Parce que ça servait à rien d'emmener des vis qui n'étaient pas de l'inox. Et après, si vous avez un bateau, moi ce que j'ai, c'est que j'ai depuis des années, j'ai une petite mallette dans laquelle quand j'ai des restes de vis, des restes de boulons, ben, je mets dans cette petite mallette. Ce qui fait que ça m'a permis de me faire un stock de goupilles inox, de vis inox, de boulons inox, d'écrous inox. Et donc, ben, ça me donne une base pour pouvoir bricoler. Voilà. Parce que quand vous bricolez quelque chose, vous avez toujours des restes, donc gardez-les, vous faites une caisse et ça servira toujours. C'est le quai de fin d'année, Eric, pourrais-tu nous faire un bilan financier? Ah, le bilan financier. Le bilan financier. Bon, là on est invité, on va prendre je vais aller boire un coup chez un de mes voisins. Et je vais finir cette vidéo plus tard.